Je remercie aussi tous les officiels, je commence par ça, c'est plus facile, comme ça je suis sûr que je ne vais pas oublier. Donc mon conseil municipal, les divers élus, donc vous verrez qu'il y en a certains qui vont prendre la parole juste après moi. Je les inviterai tout à l'heure. En tout cas, je tiens à les remercier. Donc, chers Saint-Martinois, je vais faire un petit récapitulatif des 2-3 ans qui viennent de passer, en fait, depuis le début du mandat, de ce qu'on a fait, en faire un petit bilan, et vous expliquer un petit peu ce qu'on compte faire sur la deuxième partie de mandat. L'idée étant de donner une perspective donc, à notre programme. Donc, pour contextualiser un petit peu la situation, donc notre commune, elle a doublé en 30 ans, donc elle est passée grosso modo de 900 habitants à 1800 cette année, donc ce qui fait un bond énorme. Ça a quelques conséquences. Il faut créer des structures, donc notamment pour le milieu associatif, pour les écoles, pour les seniors, et puis ça ne va pas s'arrêter. On sait que le PLUI qui a été enclenché en 2020, il va se dérouler donc, sur ce mandat jusqu'à une révision globale. Donc je parle sous couvert de monsieur le vice-président Benoît Daretz, ici présent, on va dire fin de mandat, début du mandat prochain. Peut-être un peu plus, il nous en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, on a urbanisé sur 2 mandats, on va dire de manière importante, et ça va continuer sur ce mandat-là, même si on cherche à réguler, on va dire, à diminuer un petit peu la démographie galopante que nous avons. Alors on s'est attaché donc à faire une première structure, qui est la salle Pierre de Verre. Donc nous avons inauguré au mois d'août dernier. Donc cette salle, elle nous permet de donner plus de souplesse au milieu associatif. Nous avons 400, 500 à peu près licenciés sur le SMBS, diverses associations, donc une quinzaine. Donc un besoin en fait de créneaux horaires important. La salle dans laquelle se trouve ici était la seule dont nous disposions. Elle était utilisée à 100%. Elle ne pouvait plus subvenir aux besoins en fait, des citoyens du milieu associatif. Aujourd'hui, on a transféré donc, les associations sportives et toutes les réunions des associations sur la salle Pierre de Verre. Donc on peut désormais mettre la salle socio-culturelle dans laquelle nous nous trouvons à disposition notamment de l'école tous les matins de la semaine. C'est bien ça, Jean-Philippe? Pourquoi? Parce qu'on a aussi une école qui n'est plus assez grande. Donc, toutes les activités de motricité, toutes les activités sportives l'hiver se font dans cette salle-là, mais au détriment des autres services, bien évidemment. Donc la salle Pierre de Verre était nécessaire. Ça nous a permis également, en créant cette salle Pierre de Verre, d'y transférer le marché des producteurs qui se faisait avant devant la salle socioculturelle qui est ici. Alors pourquoi c'était nécessaire? Parce que notre salle, on la loue tous les week-ends, 900 € aux extérieurs, 300 € à la commune. C'est quand même une manne financière importante, un revenu substantiel. Et le fait d'avoir le marché devant la salle, ça nous pénalisait fortement. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils viennent se marier, ils veulent pouvoir préparer le vendredi. Le fait d'avoir un marché installé sur la structure, ça nous faisait perdre, on va dire, un certain nombre de créneaux locatifs qui sont aujourd'hui plus que nécessaires pour pouvoir nous faire vivre, parce que les revenus de l'État ne sont pas toujours au rendez-vous, donc c'est un peu compliqué. On a transféré aussi la salle de mariage à la salle Pierre de Verre. Donc je pense que nos employés communaux, donc j'en vois la responsable juste en face de moi, qui n'a plus à déménager toutes les tables, chaises de la cantine les vendredis et les lundis matins. C'est des efforts en moins, des économies de dos. Donc ça nous permet d'avoir donné toute cette souplesse-là à toute cette population, et ça c'est important. Donc, je vais revenir sur l'école un petit peu. Donc vous savez qu'on a grandi l'école, vous avez vu un Algeco qui est posé donc, le long de la D12 sur les parkings là-bas, donc on n'a pas d'autre solution, on n'a plus assez d'espace à l'intérieur, donc on s'étale vers l'extérieur. Donc c'est on va dire c'est une installation provisoire, nous l'espérons sur 2023 et pas plus, mais ça dépendra de notre projet d'extension. Donc le projet d'extension, il comprend 2 salles de 65 mètres carrés, plus des sanitaires adjacents et un préau. Donc cet agrandissement, il va nous permettre de désengorger l'école, parce que bon, vous le savez, on a ouvert une classe l'année dernière, une classe cette année, il se peut qu'on en ouvre une autre dans 2 ou 3 ans, donc ça fait beaucoup. Mais ça va de pair avec la démographie, hein. Quand vous urbanisez à destination de jeunes familles, il y a des enfants qui arrivent,
et bien derrière, l'école elle enfle. De 2020 à 2023, on est passé de 150 écoliers à 200. Ce qui est important quand même comme progression. Et bien il faut faire suivre les infrastructures. Ça nécessitera sans doute d'ailleurs dans un avenir à moyen terme d'agrandir une deuxième fois. Donc on y pense déjà. Je pense qu'Éric qui est derrière moi, il commence à y réfléchir. Moi aussi, fortement. Parce qu'on sait d'ores et déjà que l'agrandissement que l'on va faire ne sera déjà pas suffisant dans 4 ou 5 ans. Mais bon, il faut commencer par un premier agrandissement pour aller sur un deuxième plus tard. Je tiens à remercier donc, pour cet agrandissement de l'école certaines institutions. Donc le département, ici représenté par M. Delpuech, donc qui va contribuer à hauteur de 18% de la somme. La CAF, qui s'est engagée aussi à hauteur de 30% de la somme. La préfecture, qui s'est engagée également à 20% de la somme totale. Donc, je ne vous cache pas, monsieur le vice-président de la communauté de communes, que nous allons déposer aussi un dossier fil pour aller chercher les pourcentages qui nous manquent pour atteindre les 80%. Voilà, de manière à ne pas impacter, on va dire, notre capacité de financement. Et aussi, à titre privé, nous avons donc un mécénat, vous l'avez lu dans la Gazette, je pense, pour la plupart. Donc le groupe Juste qui a créé un lotissement Terre-Océane sur la route donc, de l'océan, nous a fait un don de 30 000 € qui est dédié en fait à l'agrandissement de l'école. Ce qui porte en fait le niveau de subvention, vous l'avez lu dans la Gazette il y a 2 mois, à hauteur de 91,5% de financement, ce qui ferait un reste à charge pour nous de 8,5%, tout en respectant les 80%, on va dire, d'aide publique. Donc ce qui fait un bon niveau de financement, on en est plutôt satisfait. Ça nous engage en fait à enclencher un 3e projet, puisqu'on arrive à avoir des investissements, on va dire, capables. Monsieur Julien Sirot, responsable aux finances, confirmé. Ah, je m'en réjouis. Donc je vais passer à la résidence senior, vous l'avez compris. Donc notre résidence senior, elle commence à prendre forme, on va dire pas structurellement, mais le projet commence à prendre forme. Donc la famille Cosnay nous a fait un don, donc un mécénat d'un terrain de 2900 m² qui se trouve juste derrière, sur le terrain qui jouxte en fait la médiathèque. Donc le projet, c'est d'utiliser ce terrain-là pour financer une partie donc, de la résidence sociale sous le format de l'habitat partagé inclusif. Madame la première adjointe, je ne me trompe pas dans l'appellation. Bon, très bien, je vous remercie. Non, parce que je ne veux pas dire de bêtises, hein, il faut que je me renseigne au cas où. Donc voilà. Donc l'idée étant de vendre la moitié du terrain à un promoteur immobilier, donc la société Prominvest, pour qu'il réalise en rez-de-chaussée des appartements dédiés aux seniors, mais un accès à la propriété. Nous, parallèlement, on va construire une résidence senior sociale inclusive. Et on aimerait que tout ce beau monde, en fait, puisse cohabiter ensemble, puisque vous avez, dans l'habitat partagé, forcément des locaux communs. L'idée étant de se conventionner les deux structures, de manière à pouvoir proposer donc diverses activités, divers accompagnements nécessaires aux personnes en perte de mobilité, notamment. Voilà. Ce projet-là, il était prévu pour 2026. Et finalement, on a 2 ans d'avance. Bon, ça nous bouscule un peu, j'avoue. Mais on n'a pas vraiment le choix, de par le mécénat qui nous engage. Donc je ne sais pas si M. Cosnay il est dans l'Assemblée, peut-être pas, peut-être que oui. Je ne sais pas s'il veut lever le bras, s'il est là, il n'a peut-être pas eu le temps de venir. Mais en tout cas, on le remercie de son mécénat. Alors le principe de mécénat, je voulais vous en toucher 2 mots. On ne savait pas forcément comment accepter, si vous voulez, les dons. Donc notamment en numéraire, en biens ou en travaux. Et il existe un procédé qui peut se faire avant, qui s'appelle le PUP. Mais il existe aussi un procédé qui permet de le faire après. Ça s'appelle le mécénat. Donc 3 types de mécénat, je viens de les citer. Donc pour le structurel, pour le numéraire et pour les travaux. On a fait des recherches, on a vu que Bordeaux le faisait, Angoulême le faisait, Périgueux le faisait. Donc on s'est dit, si les gros le font, les petits peuvent le faire aussi. Donc on a délivré un conseil municipal et on a instauré donc, ce principe-là sur notre commune, ce qui nous permet d'engranger cette année ces 2 dons, ce qui est une bonne chose. Donc voilà pour les 3 projets, on va dire, principaux que nous avions sur la commune. Mais on s'est attaché à amener le structurel, mais en même temps, on a voulu aussi amener la cohésion sociale. Pourquoi? Parce que quand vous intégrez un certain nombre d'habitants, il faut leur proposer des activités,
il faut les inclure avec les citoyens qui sont là depuis belle lurette. Donc il faut que tout ce beau monde fonctionne en harmonie. Et donc on s'est dit qu'il fallait créer des points de rencontre. Donc un point de rencontre particulier que vous connaissez bien, le marché des producteurs. Donc je vais en toucher deux mots. On s'aperçoit que sur les cérémonies, on va dire, festives, on a beaucoup de monde, 200, 250, 300, 400 personnes. Le reste du temps, on a un marché qui fonctionne, on va dire, en mode ralenti l'hiver. Un peu de monde au printemps et à l'automne, pas trop à l'été. Donc c'est assez fluctuant. Alors j'ai pris la tâche de mes collègues maires, notamment de Tos, Saint-André. Je me suis rendu également à Tyros. On s'aperçoit quand même que sur la période de janvier, tous les marchés sont assez déserts. Je suis parti au Capucins ce mardi. Les Capucins, c'est à Bordeaux. J'ai compté 10 personnes sur le marché des Capucins. Donc j'étais très inquiet pour notre marché. Ça me permet de relativiser aujourd'hui, je vous l'avoue. Voilà. Donc on espère repartir. On a en prévision la création d'une association donc, des producteurs de Saint-Martin. Alors j'en vois un certain nombre que j'ai sollicités qui sont là-bas. Je suis content qu'ils soient venus, ça veut dire qu'ils sont intéressés par le projet. Ils sont là, ils sont présents. Donc on va se retrouver assez rapidement parce que nous, la commune, on n'a pas forcément vocation à se substituer au milieu associatif, à créer systématiquement de l'animation. Il faut que ça vienne aussi des citoyens. Et c'est pour ça qu'on a le souhait de migrer vers un fonctionnement associatif, notamment sur l'animation du marché. Voilà. Donc je vous remercie d'être là, on se reverra bientôt, si vous le voulez bien. Un atelier de transformation, donc on vous avait proposé ça en début de mandat. Donc on a étudié ça avec divers services, et notamment les services de la Chambre d'agriculture. Donc on a une structure qui est inutilisée sur cette salle socio-culturelle, qui est la cuisine en fait de cette salle. Du lundi au vendredi, il n'y a personne. Donc on a eu l'idée finalement de la mettre à disposition de qui le voulait. On vient de délibérer il y a un mois et demi, 2 mois, sur la tarification, sur la mise en œuvre. On n'a pas encore lancé, mais l'idée ce serait de démarrer cette année. Alors on ne peut pas démarrer pour les professionnels parce qu'on n'est pas équipé, on n'a pas les normes essentielles pour pouvoir le faire. On n'est pas là non plus pour concurrencer les pros de la transformation, on va dire, de produits agricoles. Mais on est là pour mettre à disposition de qui le veut un outil utile et notamment géré avec une association de manière à pouvoir proposer divers modes de transformation. Je vous avoue que ce projet-là, on le mûrit depuis longtemps. Il n'est pas évident à mettre en place parce qu'on ne peut pas se lancer n'importe comment, faire n'importe quoi. Et donc si on le fait, il faut le faire dans les règles. On espère le lancer bientôt. On vous en dira plus, je pense, l'année prochaine. On s'est positionné aussi sur l'achat du parc hôtel-restaurant du Fronton, donc qui était une pièce essentielle de Saint-Martin-de-Vallée. Vous le savez, il est fermé depuis 4 ans. Donc la commune va en faire l'acquisition. Donc on a signé une promesse d'achat à hauteur de 80 000 € pour le rez-de-chaussée. Monsieur Siro, c'est bien ça? À l'euro. Donc là, on a diverses personnes, on va dire, instances qui sont manifestées pour divers projets, donc notamment un bar associatif, un commerce de jour. Nous, on avait des propositions que nous avons faites à notre ami boulanger-pâtissier qui vient de s'installer. On ne sait pas s'il sera en mesure peut-être d'y répondre. Enfin, en tout cas, le projet, il n'est pas abouti, il n'est pas défini, mais il est en pleine étude. On fera sans doute un appel à candidature, c'est-à-dire qu'on va faire appel aux gens qui veulent bien se positionner. Ils auront des projets à nous montrer, on va les étudier, et en fonction de ça, on essaiera de redonner vie, on va dire, à ce lieu qu'on a tous connu quand on était jeunes. Enfin, pour ceux qui sont originaires comme moi du village, on y a passé de très bons moments, comme dans la salle des fêtes qu'on a rénovée, qui était fermée, on y a passé de très bons moments, elle est de nouveau en vie. On va essayer de faire pareil avec le bar du Fronton, hein, ce serait sympa, mais moi je trouve. Donc voilà un petit peu les divers axes, on va dire, pour redonner un petit peu de dynamisme à ce village qui en a besoin. Vous arrivez, vous êtes nouveaux, nous on est là depuis longtemps, on a tous besoin de vivre ensemble, et puis les points de rencontre, s'ils n'existent pas, il faut se les créer, ça c'est important. Un petit mot sur la transition énergétique. Bon, je pense que tous les maires en ont parlé dans leurs vœux, mais je ne peux pas ne pas le faire. Vous avez bien compris, les médias nous abreuvent d'informations sur les économies d'énergie. Juste pour vous rappeler ce qui a déjà été réalisé, donc on a Eric Briel qui est en charge de la transition énergétique sur la commune, et puis Elieur
sans répit, on en parle tous les jours, on cherche des solutions. Donc on a fait une première réalisation qui a été le relamping de tous les bâtiments communaux. Vous le voyez au plafond, hein, c'est que de l'éclairage LED. Donc on a revu tout l'éclairage de tous les bâtiments en leur intégralité, c'est bien ça? Dans leur intégralité. Donc ce qui fait une économie non négligeable. Des actions de rénovation de bâtis, notamment dans la médiathèque qui a été refaite totalement avec aussi un bureau de poste créé dédié qui n'existait pas, puisqu'avant la confidentialité n'y était pas. Aujourd'hui, ça permet d'avoir deux structures distinctes. Une salle pierre de verre, donc celle dont on a parlé tout à l'heure, qui était à l'abandon parce qu'elle était vétuste, non isolée au sol, non isolée sur les murs, non isolée au plafond, un chauffage électrique pour plafonnier. Donc autant vous dire que c'était une passoire thermique. Aujourd'hui, elle répond à tous les besoins. Donc c'est aussi une réussite à ce niveau-là. On vient de répondre à l'enquête, Eric, l'enquête de l'État sur nos performances et nos progressions. Il s'avère qu'on est à 37% d'économie par rapport à l'année de référence, donc 2012, pour un objectif à atteindre de 40%, c'est ça. Donc en fait, avec quelques actions, et j'en ai oublié une, c'est qu'on éteint le chauffage quand il n'y a personne dans les bâtiments aussi. Ça c'est un gros progrès. Ça nous a fait économiser 9 000 € de fuel sur une année. Donc ça c'est pas mal comme axe de progrès, puis c'est super facile à mettre en œuvre. Il suffit qu'il y ait un délégué qui pense à aller allumer et éteindre à chaque période de vacances. Et 9 000 €, ben, on sait quoi en faire quand on les a. Voilà. Donc en termes de transition énergétique, on est passé à l'autoconsommation collective. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous en dire deux mots. Sur la salle pierre de verre par exemple, on a 27 kW de panneaux photovoltaïques. Donc cette énergie électrique, elle est utilisée en autoconsommation sur la salle pierre de verre. Et le surplus, avant on le revendait. Donc on le revend même jusqu'au 1er mars, c'est ça? Au 1er mars, on le revend à EDF-OA. Et on s'est dit c'est dommage parce qu'on pourrait le réutiliser ailleurs. Donc on a sollicité Enedis et on a souscrit un contrat d'autoconso collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on récupère l'énergie injectée à la salle pierre de verre dans l'intégralité de nos bâtiments communaux sur un rayon de 2 km. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans la journée il faisait soleil, on a produit de l'électricité, et bien on pourrait, à partir du 1er mars, récupérer cette électricité sur la salle socioculturelle, sur l'école primaire, sur la mairie, ce qui fait qu'on ne consommerait pas d'électricité chez EDF par exemple, qui est notre fournisseur d'électricité je crois, on va changer bientôt. Voilà. Donc ça c'est un réel progrès. Donc l'idée est venue que sur l'agrandissement de l'école, on mette aussi à peu près 25 kg de panneaux photovoltaïques, de manière à, quand il fait beau, se rendre autonome énergétiquement et de ne plus dépendre finalement de la consommation électrique. Alors évidemment, les panneaux photovoltaïques, ça marche que quand il fait soleil. Ceci dit, c'est déjà pas mal, puisque dans la région, il fait beau un jour sur deux dans l'année. En moyenne. J'ai vu de mon coin de l'œil, monsieur le vice-président, faire comme ça avec la tête. J'ai pas les yeux derrière, mais j'étais prof pendant très longtemps. Et donc quand j'écrivais au tableau, j'avais toujours un œil sur mes élèves. Donc même s'ils sont derrière moi, je les piste un petit peu. Non mais voilà, donc c'est des économies qu'on espère d'échelle. On va pouvoir le mesurer à partir du 1er mars. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collectivités qui sont passées à l'autoconso collective. Je crois qu'il y a un projet, on va bientôt en parler, sur la communauté de communes. Voilà, donc ça va venir aussi. Bon, nous on est petits, alors on se permet de, on va dire, d'expérimenter. On n'a pas trop peur, des fois on se trompe, des fois on se trompe pas, mais en tout cas on va essayer. Donc ça c'est une certitude. On va également changer les systèmes de chauffage, parce qu'on a par exemple sur l'école une chaudière à fioul qui date de 1978. Il faut dire que j'étais pas né moi en 1978, parce que je suis né en 1980, donc elle est plus vieille que moi. Elle consomme un paquet de fioul, donc on va passer peut-être sur des systèmes plutôt plus vertueux, on va dire. Donc on a d'ores et déjà obtenu de la préfecture une subvention de 20% pour passer sur une pompe à chaleur RO. Et on va enclencher derrière les autres... non, j'ai dit une bêtise, c'est pas la préfecture, c'est via le CRTE, le département, voilà, qui nous a accordé 20%. Et on a rencontré les services de la préfecture, madame la première adjointe, la semaine dernière. Et donc on va déposer évidemment des dossiers de DETR, DSIL, FIL et fonds verts, de manière à essayer de financer ce changement. Je vous avoue que le chiffrage fait par le SIDEC en 2012 était de 12 000 €. On vient de faire
un chiffrage, on est passé à 90 000 euros. Donc il y a de l'inflation, hein, vous vous rendez compte, hein. On est passé de 10 à 9, c'est incroyable. Enfin bref, c'est comme ça, il faut faire face, on ne peut pas ne pas changer ce système de chauffage. Et puis il va de pair avec la rénovation de l'ancienne mairie, qui a été, on va dire, remis au goût du jour extérieurement, mais qui intérieurement a encore 120 ans au premier étage et au deuxième étage. Voilà, donc ça va nécessiter dans un avenir à moyen terme un vrai projet. On n'a pas encore commencé à y travailler, mais un peu quand même. Hein, voilà. Donc ça va arriver. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous dirai des bêtises. Un sujet que vous attendez tous, et on me questionne toutes les semaines là-dessus, c'est le projet d'Intermarché. Donc tout le monde de la table, notre commune, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, elle dispose de 1800 habitants. Aujourd'hui, on va faire nos courses à Tyros, à Saint-Martin-de-Seignance, à Pérorade, à Hurt. Et c'est vrai que si on avait un Intermarché, ce serait quand même mieux. Alors il va y avoir un Intermarché. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que l'Intermarché, il a déjà acheté le terrain pour une somme de 189 000 euros. Il a déjà versé la participation à l'investissement pour les infrastructures, et notamment le rond-point qui est en train de se créer, à hauteur de 160 000 euros. Donc ils ont déjà mis 350 000 euros sur la table. Je ne les vois pas se retirer. Ceci dit, pour vous donner les raisons du retard, ils sont confrontés en fait à la nécessité de faire une enquête environnementale. Aujourd'hui, l'ADREAL, qui est un service de la préfecture de région, souhaite des analyses poussées sur l'impact, notamment par exemple d'une station essence, ce qu'on aura, ce qu'ils n'ont pas fait. Moi je comprends assez quand même la préfecture de région, quand il manque des éléments, c'est normal qu'ils retoquent. Parfois ils retoquent à tort, mais là ils avaient peut-être raison. Je voulais vous dire que c'est indépendant de notre volonté quand même, la mairie. Voilà. C'est pas nous qui avons raté notre dossier. Je pense pas que ce soit Intermarché qui ait raté son dossier non plus, mais ils ont peut-être sous-estimé on va dire, le virage environnemental qu'a fait l'État et on va dire la qualité de dossier qu'il réclame aujourd'hui. Voilà. Donc ça va se faire, mais pas avant 1 an et demi. Donc cette année, vous allez voir la construction du rond-point. Une enquête environnementale, c'est 4 saisons. C'est-à-dire que sur une année entière, vous analysez comment le biotope local, tout ce qui se passe autour de ce terrain-là, et on ne peut pas ne pas le faire. Alors ils ont enclenché parallèlement une action au tribunal contre la préfecture de région pour essayer de casser le jugement. Ils vont attendre la meilleure des deux réponses. Bon, moi je pense très sincèrement qu'ils ne peuvent pas faire l'impasse de l'enquête environnementale s'ils veulent obtenir gain de cause. Donc il va falloir patienter encore 1 an et demi. Je ne m'excuse pas parce que ce n'est pas de ma faute, mais je vous informe quand même de la situation. Je pense que j'ai fait le tour, je ne vais pas m'appesantir davantage, on pourrait parler énormément, il y a d'autres projets qu'on n'a pas décrits, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour vous donner une information, vous dire ce qui va se passer sur les années à venir, sur les principaux projets, et puis surtout pour boire un coup, je crois. Mais avant ça, vous allez trouver que j'attende un petit peu, parce que je vais quand même céder la parole à monsieur le vice-président de la communauté de communes, monsieur le conseiller départemental, mais juste avant, je vais quand même vous souhaiter mes meilleurs vœux 2023, que ce soit une bonne année pour tous, de réussite, de belle vie, de santé, et qu'on se retrouve régulièrement tous ensemble pour partager des moments sympas. Voilà, ça c'est une identité saint-martinoise et on va la garder. Merci à tous, meilleurs vœux.